Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre de Vendée qui soulève contre la République par son triple caractère politique, religieux et régional, comme sa durée et son bilan. La guerre de Vendée est une exception dans l'histoire des insurrections contre-révolutionnaires, mais elle est tout autant le fruit de la faiblesse de Paris que de sa volonté répressive. Vous voulez en savoir plus sur la guerre de Vendée? Venez avec moi. Le théâtre des opérations appelé Vendée militaire par les Républicains est à cheval sur 4 départements: Vendée, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres. Chaque camp a peu de prise au-delà de son territoire de base. Les Bleus ne peuvent pénétrer durablement en Vendée militaire, de même que les Blancs sont incapables de conserver leur conquête en périphérie, notamment Saumur, Thouars et Parthenay. Tournant de la phase militaire de la guerre, l'échec des insurgés à Nantes condamne en outre l'insurrection à rester sur la rive gauche de la Loire. 10 mois de guerre ouverte et de batailles rangées, suivis par 6 années de guérilla et de troubles. Un bilan avoisinant les 200 000 morts, tant civils que militaires, blancs royalistes comme bleus républicains, des massacres par dizaines, une région entièrement ravagée. L'insurrection de la Vendée marque la révolution d'une cicatrice indélébile, sporadiquement réouverte et saignante. Son ampleur et sa durée suffisent à la distinguer. Mais l'événement va bien au-delà de l'épisode d'une guerre civile, comme l'Europe en a connu des dizaines, de Marius et Sylla aux guerres de Russie, d'Espagne et de Grèce au XXe siècle, en passant par la Révolution anglaise, la guerre de 30 ans et les guerres de religion. À la fois combat politique et religieux, conflit ouvert et contre-insurrection. Mélange d'intentions nobles et légitimes, la révolte vendéenne constitue une exception. Pourtant, la Vendée partage des traits similaires à bien d'autres régions insurgées en 1793. Le département, né le 22 décembre 1789, se soulève d'abord contre la volonté de Paris d'imposer la constitution civile du clergé. Contrarier les campagnes sur l'attachement à leur clocher, s'y est portée la révolte, dit un enquêteur du district des Sables d'Olonne en novembre 1790. Et comme l'avait annoncé ce prophète, l'application d'un arrêté contre les prêtres réfractaires dans les Deux-Sèvres, voisines de la Vendée, entraîne une première flambée à Châtillon-sur-Sèvre et Bessures fin août 1792. 8000 paysans pillent le village avant d'affronter dans le second des grenadiers et gardes nationaux venus des principales villes alentours. Ensuite et surtout, il s'agit d'un rejet de la levée de 300 000 hommes, décidé le 24 février 1793 par la Convention. Le 4 mars, Cholet, future capitale de la Vendée militaire, qui déborde au-delà du département en Anjou et en Poitou, est agité par une émeute. La troupe tire pour se dégager, il y a 3 morts. L'engrenage fatal des représailles et contre-représailles se met en marche, sans que rien ne puisse l'arrêter. Le pays de Retz se soulève dans la foulée. Le 11, une vingtaine de partisans de la République sont massacrés à Machecoul. Le lendemain, un officier municipal qui tente de calmer la foule protestant contre la conscription à Saint-Florent-le-Veil est tué. Et la troupe riposte, tuant 4 manifestants. L'émeute dégénère en insurrection et un nouveau massacre de Bleus est ordonné. Les 13 et 14, les premières troupes paysannes se choisissent des chefs. Certains pour leur charisme comme Catilino, d'autres pour leur expérience militaire comme Lescure, Desblés ou Bonchamp, vétérans de la guerre d'Amérique. D'autres enfin pour leur degré de noblesse. Charette de la Contrie, La Roche-Jacquelin se forment ainsi par boule de neige ce qui deviendra le 4 avril l'armée catholique et royale. Au sud de la Loire, de Nantes en effet, l'habile général de Catelot étouffe prestement les foyers de révolte au nord du fleuve, avant d'encourager la négociation au sud. Mais il est trop tard. Vétéran de la guerre de 7 ans, passé à la Révolution, Jean-Baptiste Camille de Catelot est au printemps 1793 l'un des rares généraux capables dans l'Ouest, où il commande l'armée des côtes de Brest. Après avoir sauvé Nantes le 29 juin à 1 contre 4, il contient l'armée vendéenne, mais il est disgracié à la suite de revers subis en septembre. Il reprend du service aux côtés de Hoche en 1795, puis sert l'Empire avant de se rallier à Louis XVIII. Dès le 16 mars, Tofflet bat les gardes nationaux venus de Saumur.
Ex-simple soldat et garde-chasse d'origine lorraine, Jean-Nicolas Stofflet monte vite dans l'armée vendéenne grâce à son talent militaire et au manque de cadres. Distingué de nombre de combats, il succède au défunt Laroche-Jacquelin à la tête des restes de l'armée vendéenne en janvier 1794. Après s'être soumis en mai 1795, il reprend les armes et est capturé et fusillé à Angers le 25 février suivant. Le 19, 2500 soldats du général Marcé se débandent au premier choc près de Pontcharrat. Rien de très grave, ni d'exceptionnel, mais la coïncidence avec la défaite de Nordtingen. Artisan en 1792 des victoires de Valmy, de Jampat, le général Charles-François Dupérier dit du Maurier se rend suspect en réclamant la grâce de Louis XVI, en s'opposant aux Jacobins, puis en se faisant battre par les Autrichiens à Nordtingen, l'actuelle Belgique. Le 18 mars 1793, présentant l'arrestation fatale, il passe à l'ennemi en avril. Cet aveu de faiblesse, qui trahit la paranoïa de la Convention, envoie un signal fort aux généraux en cette période de revers. Tout échec face aux Blancs équivaut à une traîtrise, ce qui encourage la surenchère et consacre la Vendée militaire, un espace de combat à mort. D'avril à juin, les Vendéens volent de succès en succès, mais peinent à se concerter, ce qui prive leur succès de lendemain. Si la rare coordination des deux colonnes fait ainsi tomber Saumur le 9 juin 1793, la ville est abandonnée et reprise dès le 26 juin par la République. Faute de cadres, de plans, de troupes motivées, l'armée catholique et royale ne parvient pas à sortir de la Vendée militaire. Son précaré. Elle bute sur Nantes en juin, où Catilino est blessé à mort, puis sur Luçon, à 3 reprises de juin à août. Les insurgés sont en outre privés de l'aide anglaise, faute de port. Les côtes sont verrouillées par les Bleus, qui ne peuvent cependant pas reprendre le dessus. Les menaces d'invasion au nord et à l'est de la France ne laissent à l'ouest qu'un petit nombre de soldats inexpérimentés, réticents à la répression et ignorants du terrain. Surtout, la suprématie des officiers politiques et des représentants en mission, d'autant plus zélés qu'ils sentent sur leur cou le couperet fatal, gangrène l'action des vrais militaires. Dissensions et limites de chaque camp font que les forces s'équilibrent à l'été 1793. Un revers va cependant rendre la main à la Convention. À Mayence, le 23 juillet, un corps d'armée a capitulé avec les honneurs et a obtenu sa liberté. Ces 10 000 Mayençais de l'armée du Rhin, ex-volontaires de 1791 et 1792, amalgués à des troupes de ligne, forment une troupe cohérente et bien encadrée par le tandem Kléber-Marceau. Si les opérations en Allemagne leur sont interdites selon les termes de leur libération, ces soldats vont se lancer à l'attaque de la Vendée militaire depuis Nantes. S'ils sont battus à Torfou le 19 septembre, les Mayençais apprennent que l'adversaire est pugnace, qu'ils combattent sur son terrain et que leur expérience limitée à soutenir un siège est insuffisant. Le respect de l'ennemi et la discipline rétablie, le talent de Kléber qui prend l'ascendant sur l'armée de l'Ouest fait le reste. Les colonnes bleues convergent inexorablement vers le cœur du pays insurgé. C'est à Cholet le 17 octobre 1793 que tout se joue. Forcée d'évacuer la ville suite au revers de la Tremblay le 15, l'armée catholique et royale tente de reprendre ce centre vital et attaque à 40 000 contre 25 000. Mais les républicains ont l'avantage de la défense et Kléber étant d'un jour faste. Il joue des réserves pour combler les défaillances, attaque un flanc exposé, démasque son artillerie à un point nommé. C'est au tour des Vendéens de céder à la panique, sans que Lescure, Bonchamp et Desblés, morts ou blessés, ne puissent l'arrêter. Après Cholet, privés d'artillerie, de munitions de la plupart de leurs chefs, les Blancs n'ont d'autre issue qu'une longue fuite en avant, à la recherche d'un port hypothétique, breton puis normand, où trouver l'aide anglaise. Mais cette marche de 2 mois, avec sa longue traîne de civils, la virée de Galerne, bute devant Granville, refoulés, les Vendéens désespérés échouent au Mans, où Kléber les cueille les 12 et 13 décembre et fait un massacre. Les ultimes débris de l'armée catholique et royale sont anéantis avec femmes et enfants à Savenay le 23 décembre par Westermann. Cavalier puis gendarme, François-Joseph Westermann rejoint les Jacobins alsaciens le 10 août 1792. Il entre en premier aux Tuileries et massacre les gardes suisses.
Proche de Danton, mais accusé par Marat d'être un agent double, Westermann, bon général de cavalerie, redoute de brutalité en Vendée, notamment à Savenay. Son zèle ne lui épargne pas la guillotine avec les Dantoniens le 5 avril 1794. Si la grande armée catholique et royale blanche est morte, la guerre n'est pas finie pour autant. La Roche-Jacquelin est certes tuée près de Cholet le 28 janvier 1794, mais Charette, resté au pays pendant la virée de Galerne, reprend le flambeau. La guerre ouverte se mue alors en opération de répression, pendant qu'à Nantes, le représentant Carrier organise ses tristement célèbres noyades. Le général Turreau lance ses colonnes infernales sur la Vendée. Élu à la Convention, proche des Jacobins puis des ultra-radicaux herbéristes, Jean-Baptiste Carrier lutte contre les Girondins en 1793. En mission à Nantes de septembre à février 1794, il fait fusiller et noyer plusieurs milliers de prisonniers. De retour à Paris, il participe au coup contre Robespierre. Mais ses crimes le rattrapent. Gênant pour la Convention, dont il affirme avoir suivi les ordres, il est guillotiné le 16 décembre 1794. Ces deux brutes obtiennent le résultat inverse recherché. Les insurgés préfèrent mourir les armes à la main et entament une campagne de guérilla coûteuse en temps et en argent et en soldats. La Convention, qui ne réagit guère au rapport sur les exactions, s'émeut surtout du manque de résultats. Turreau est enfin écarté le 20 mai 1794, arrêté le 28 septembre. Le gant de velours succède ensuite à la main de fer. Le 15 février 1795, Charette fait la paix avec Hoche, affecté à l'ouest depuis la chute de Robespierre, avec des garanties tant religieuses que domaniales et financières. En Anjou, Stofflet est contraint de suivre le 3 mai, mais la tentative de débarquement du comte d'Artois à Quiberon le 23 juin rallume le feu. Hoche l'écrase le 21 juillet, puis se concentre sur la Vendée pour en finir. Disciplinant enfin l'organisation militaire, le jeune général traque les chefs. Stofflet est pris le 24 février 1796, suivi par Charette le 27 mars, et les deux sont fusillés. En août, l'ordre civil républicain est rétabli dans toute la Vendée militaire et l'état de siège est levé. Les débuts victorieux de la deuxième coalition en août-septembre 1799 raviveront les braises, plutôt en pays chouan, mais des armistices sont vite conclus. De 1798 à 1802, la guerre de la deuxième coalition jette entre autres contre la Directoire, le Saint-Empire, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Russie, la Suède, le Portugal. Les Français perdent pied en Allemagne, en Italie du Nord et en Suisse, sans compter les déboires égyptiens de Bonaparte. Ce dernier s'empare cependant du pouvoir le 9 novembre 1799 et reprend le dessus. En janvier 1800, l'insurrection est matée, mais l'est-elle vraiment? Après le siècle des Lumières et les tentatives de civiliser les combats, c'est comme si la Vendée renouait avec l'ordinaire de la guerre de la façon la plus crue, celle de la contre-insurrection moderne, un modèle, si l'on peut dire, testé sur une population française de façon bien effective que l'expérience des Camisards au XVIIe siècle, affaire religieuse, ou de la Corse, conquête coloniale. La répression dans l'Ouest constitue une sorte d'exception que l'armée révolutionnaire, puis impériale, va enregistrer et exporter largement en Europe. Il n'y a pas eu de Goya pour immortaliser les désastres de la guerre de Vendée, mais la fureur et la brutalité de la guerre en Espagne sortent du même moule, qui resservira bien souvent avec les mêmes hommes dans les guerres coloniales. Il y a un fil conducteur entre les colonnes infernales de Turreau et les colonnes volantes de Bugeaud. Ce dernier ne qualifie-t-il pas lui-même l'Algérie de chouannerie? La multiplication des récits exaltant les exploits et dénonçant les exactions des Blancs comme des Bleus aboutit à développer l'idée que la guerre de Vendée constitue une sorte d'exception, une guerre civile extrême. Des hostilités analogues ont été constatées en Belgique, dans les Pays basques, espagnols et dans le royaume de Naples. Le double caractère politique et religieux de la lutte forme en fait l'argument majeur pour affirmer la particularité du conflit, alors que les guerres de religion en France au XVIe siècle et la Révolution anglaise 1642-1651 ont déjà montré la voie. On y retrouve les paroxysmes des violences de guerre dues à l'exacerbation des convictions, la pression politique qui pousse à la crainte de la sanction et au zèle extrême.
Peut-être aussi pris en compte un certain esprit guerrier, connu sous les appellations d'ensauvagement ou de brutalisation, nullement propre au conflit du XXe siècle, qui reporte la violence des guerres extérieures dans le conflit intérieur. Reste que le déroulement des événements, la modernité des modes d'action, qui annonce en particulier la guerre soviéto-tsariste ou celle d'Espagne au XXe siècle, et surtout la concentration des opérations à une unique région, consacre la singularité de la Vendée. C'est une spécificité qui sert de prétexte à certains historiens pour parler de génocide, alors que cette notion serait inapplicable par exemple à la Révolution anglaise, étendue à tout le territoire britannique. Comme on l'a vu, la guerre de Vendée oppose pendant plusieurs années les paysans de cette région, fervents catholiques, et les forces révolutionnaires qui adoptent des mesures anti-religieuses. Mais ce n'est pas la seule raison de ce conflit meurtrier. Par ailleurs, si le principal épisode de cette guerre s'est bien déroulé entre 1793 et 1796, de nombreux conflits isolés ont perduré pendant de nombreuses années. C'est pourquoi certains parlent de plusieurs guerres de Vendée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.